Très bien. D'abord, je voulais remercier l'École nationale d'administration qui nous accueille dans ce bâtiment, qui ressemble un peu à un casino mouresque pour le thème des jeux en ligne et de la concurrence. Je voulais accueillir également le président de l'Argel, Jean-François Villotte. Cela nous fait très plaisir de vous accueillir ce matin dans cette discussion où nous sommes impatients de vous entendre. Je voulais également remercier Anne Perrault et Patrick Spilart, tous les deux vice-présidents de l'autorité de la concurrence, qui ont accepté de bien vouloir intervenir, animer cet atelier. Et puis, bien sûr, vous remercier tous ceux qui ont accepté notre invitation, qu'il s'agisse des fédérations sportives, des opérateurs de paris et de manière générale du monde juridique, économique, intéressé par cette question de l'intersection entre ouverture à la concurrence des jeux en ligne et droit de la concurrence. C'est le 4e rendez-vous de l'autorité et je me réjouis de voir une assistance nombreuse rassemblée aujourd'hui. Alors, vous le savez, l'ouverture à la concurrence des jeux en ligne soulève de très nombreux enjeux qui sont très divers, qui sont très importants, au-delà, bien entendu, de la concurrence. Et c'est tout l'intérêt de la régulation sectorielle que de prendre en compte la diversité de ces objectifs, parmi lesquels se trouve la lutte contre la fraude et le blanchiment, la prévention de l'addiction, la protection des mineurs et des consommateurs, l'ordre public, la fiscalité, le financement d'activités pouvant présenter un intérêt public. Et donc, l'ensemble de ces objectifs doit être concilié avec les obligations de la France au titre de sa participation au marché intérieur de l'Union européenne, et c'est aux législateurs et au gouvernement qui pourront s'appuyer sur l'expertise à la fois de l'Argel et de l'autorité de la concurrence qu'il reviendra de tirer un premier bilan du fonctionnement du secteur des jeux en ligne 18 mois après l'entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2010, de peser l'ensemble des considérations de politique publique. Alors, compte tenu des attributions de l'autorité de la concurrence, nous nous concentrerons ce matin à une table ronde consacrée aux seuls enjeux concurrentiels qui seront eux-mêmes déterminants pour l'avenir du secteur, comme nous allons le découvrir ensemble. Et pour introduire ces débats, c'est Anne Perrault qui les conclura, je me contenterai de les introduire. Je voudrais très brièvement revenir sur les raisons qui ont conduit l'autorité de la concurrence à s'autosaisir pour avis le 15 septembre dernier et sur le rôle de la table ronde de ce matin. Alors pourquoi avons-nous décidé le 15 septembre dernier de nous autosaisir pour avis ? Dans le cadre de l'ouverture à la concurrence du secteur des jeux en ligne, le législateur a confié à l'autorité, conjointement avec l'Argel, le soin d'examiner les projets de convention qui organisent en quelque sorte le droit au pari et qui sont conclus d'une part entre les organisateurs de manifestations sportives et d'autre part les opérateurs de jeux en ligne. Pour être tout à fait franc, c'est Jean-François Villotte qui m'a fait découvrir cette disposition législative lorsqu'il m'a rendu une visite de courtoisie avant d'être nommé. C'est un mystère pour moi, mais personne n'a pris soin, que ce soit au sein du gouvernement ou du Parlement, de nous consulter sur cette disposition de la future loi du 12 mai 2010 qui donne à l'autorité un travail sérieux puisque tous les projets de convention doivent être soumis à la fois à l'Argel et à l'autorité de la concurrence et le législateur a fixé un délai de 15 jours pour que nous rendions un avis sur chaque projet de convention. Mais ce mystère a été dissipé, c'est lorsque donc Jean-François Villotte est venu discuter avec moi des futurs enjeux de la régulation que j'ai découvert cette disposition. Il était trop tard pour faire valoir le sentiment de l'autorité et nous avons accepté de bon cœur cette disposition. Nous n'avions de toute façon pas le choix. Bon, il a fallu comprendre au moins pourquoi le législateur avait souhaité consulter systématiquement l'autorité de la concurrence sur ces projets de convention. Et l'idée, dans un secteur nouveau, mouvant, l'idée était d'offrir au secteur un cadre juridique clair pour les relations qui vont se nouer entre les organisateurs d'événements sportifs d'une part et les organisateurs de paris
particulièrement nécessaires en ce qui concerne les critères justement de fixation de la rémunération du droit au pari, la prévention des discriminations ou les exclusivités qui sont interdites par la loi mais qui pourraient être habilement contournées, ainsi qu'au regard de la coexistence du côté des organisateurs de paris entre des opérateurs verticalement intégrés et d'opérateurs qui sont seulement présents en aval. Et donc plutôt que de répondre au fil de l'eau, nous avons reçu la notification de beaucoup de projets de convention qui nous ont été soumis par les organisateurs de manifestations sportives, mais plutôt que de donner des avis au fil de l'eau dans un délai très bref, nous avons préféré en quelque sorte répondre différemment à la demande du législateur en prenant en quelque sorte du recul par rapport à cet examen au cas par cas. Et il y a 3 raisons pour cette position. La première est une raison de fond. Au-delà des relations verticales déjà évoquées concernant le droit au pari, il convenait également d'examiner les relations horizontales entre les différents acteurs, c'est-à-dire la problématique de la diversification des monopoles historiques et des effets du maintien des monopoles dans certains secteurs. Cette problématique est bien connue de l'autorité, elle l'a traitée dans des secteurs comme l'énergie, les télécoms, le transport ferroviaire, et il nous semble utile de rappeler la nécessité, non pas de cantonner les opérateurs historiques dans leur terrain traditionnel, mais de les inviter, lorsqu'ils se diversifient en aval sur des marchés concurrentiels, à prendre un certain nombre de précautions avec lesquelles notre jurisprudence est familière. La deuxième raison tient à une préoccupation d'économie de moyens pour répondre à l'objectif qui est fixé par le législateur à la fois de lisibilité et de transparence. Tant pour l'autorité que pour les régulateurs sectoriels et les opérateurs, l'usage par l'autorité de notre faculté d'autosaisine est un grand avantage. Elle permet de dégager une vue d'ensemble du fonctionnement concurrentiel du secteur, de guider par un document unique recensant les préoccupations possibles en matière de concurrence et de formuler, le cas échéant, des recommandations. C'est en réalité une approche qui inspire aujourd'hui le droit européen de la concurrence, alors que pendant longtemps, les entreprises avaient l'habitude de notifier leurs accords à la Commission européenne, qui les validait ou ne les validait pas. On est passé depuis le 1er mai 2004 à un système d'exception légale dans lequel le droit responsabilise les entreprises. C'est aux entreprises d'auto, en quelque sorte, évaluer les accords qu'elles concluent, sous peine, lorsqu'elles violent le droit de la concurrence, d'encourir des sanctions. Eh bien, c'est cette même technique que nous utilisons, plutôt que de donner un blanc-seing individuel au cas par cas à des projets d'accord. Il nous semble qu'il vaut mieux faire part de lignes directrices générales qui vont inspirer les acteurs économiques, leur donner de la sécurité juridique, et c'est à eux de prendre leurs responsabilités et d'auto-évaluer les bénéfices et les risques des accords qu'ils concluent. Enfin, la troisième raison tient à des contraintes pratiques. Un délai de 15 jours tel qu'il a été imposé par le législateur n'était pas réaliste pour l'autorité pour faire un travail de fond d'instruction de ces projets de convention, notamment dans un système d'asymétrie d'information où nous savons évidemment moins que les acteurs, notamment au regard du contexte dans lequel a été conclu tel ou tel accord. Voilà donc l'objet de cette autosaisine. Le collège va bientôt se réunir pour délibérer sur cet avis après avoir entendu un certain nombre d'acteurs clés qui pourront témoigner des enjeux de cette affaire. Alors vous allez me dire pourquoi cette table ronde, et c'est la deuxième chose que je voulais dire ce matin avant de donner la parole à Anne Perrault. Comme vous le savez, l'autorité a souhaité communiquer, dialoguer avec les acteurs économiques, avec aussi le monde juridique, avec la communauté de la concurrence, par des ateliers ouverts à la discussion. C'est le 4e qui nous réunit ce matin. Mais peut-être que cet atelier justement de ce matin se distingue des autres qui ont pu avoir lieu dans le passé. Je pense à celui consacré à la distribution en ligne, je pense à celui consacré au sujet de la santé et de la concurrence. Je pense également à celui qui faisait le bilan du contrôle indépendant des concentrations tel qu'il a été transféré à l'autorité le 2 mars 2009. Ce débat de ce matin présente peut-être une particularité qui le distingue des événements précédents.
En effet, il ne s'agit pas d'explorer l'intersection entre tel ou tel secteur et la concurrence. Il ne s'agit pas non plus de faire le bilan de la pratique décisionnelle de l'autorité et de la soumettre à discussion. Il s'agit plutôt d'avoir un débat en quelque sorte contradictoire qui va enrichir le point de vue du collège appelé à rendre un avis sur le sujet que je viens d'évoquer, le fonctionnement concurrentiel du secteur des jeux en ligne. Et d'une certaine manière, c'est une méthode qui inspire la Commission européenne lorsqu'elle conduit des enquêtes sectorielles. Après avoir réuni toute une série d'informations remontant du secteur, elle convie les acteurs à un débat ouvert pour débattre des points de vue, des propositions qui peuvent être faites avant de décider des suites à donner à ce débat. Eh bien, c'est un petit peu, en quelque sorte, l'approche qui nous inspire ce matin. Il ne s'agit pas de se substituer à la séance du collège qui aura lieu, je dirais, dans quelques jours et qui va conduire à entendre un certain nombre de témoins du secteur. Il s'agit de vous donner la parole pour éclairer au maximum le collège appelé à rendre un avis. Et donc, ce rendez-vous ne se substitue pas à la procédure d'audition qu'ont pu conduire les services d'instruction, aux auditions auxquelles va procéder également le collège lors de sa séance, mais qui sont nécessairement plus limitées dans le temps. Il s'agit en réalité d'associer les différentes catégories d'acteurs intéressés dans un format plus large que celui, encore une fois, que suivent nos procédures habituelles. Et c'est la raison pour laquelle nous tenons à ce que vous preniez la parole ce matin, que vous posiez des questions, que vous commentiez leurs analyses ou fassiez part de propositions. Et au-delà des thèmes qui seront abordés, que je laisse le soin à Anne Perrault, qui va me succéder, de présenter de manière plus détaillée, je voudrais en conclusion souligner deux facteurs qui renforcent l'intérêt du débat d'aujourd'hui. D'une part, nos travaux illustrent la complémentarité et la bonne coordination entre l'autorité de la concurrence et les régulateurs sectoriels. Celle-ci passe, comme l'a voulu le législateur, par des mécanismes de consultation, mais également de façon plus informelle et moins exceptionnelle, par des liens humains et aujourd'hui par le partage de nos réflexions réciproques en présence du public, des acteurs intéressés. Et cette coordination me paraît essentielle sur des marchés régulés, récemment ouverts à la concurrence, dont les problématiques sont nouvelles. C'est une richesse et une souplesse qu'offre le cadre national par rapport au droit européen qui, par définition, ne peut pas reposer sur la même coordination, la même complémentarité. Je voudrais en deuxième lieu souligner le caractère novateur de ce rendez-vous, de ce débat contradictoire, puisqu'il me semble qu'aujourd'hui, l'autorité française est la première des autorités nationales de concurrence à réaliser une étude, en quelque sorte, des enjeux concurrentiels du secteur des jeux en ligne, bien que la libéralisation soit la plus récente en Europe. Il me semble que cet exercice n'a été conduit ni à Malte, ni en Irlande, où pourtant un bilan pourrait d'ores et déjà être fait, ni au Royaume-Uni, ni en Belgique, où s'applique le même régime si l'on accepte le cas particulier de la loterie nationale, ni dans les États dont la situation est plus proche de la France en raison justement de cette coexistence entre acteurs disposant de droits exclusifs ou spéciaux sur certains segments de marché et d'autres opérateurs, comme en Italie ou encore en Allemagne. Les autorités de la concurrence n'ont pas fait encore une telle étude. Et donc, nul doute que nous serons sous les feux de l'actualité et je vous prie de me pardonner pour avoir déjà été trop long. Je laisse la parole à Anne Perrault. En quelque sorte, à vous de jouer. Bien, merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas garder la parole longtemps du tout pour l'instant. Je vais tout de suite la passer au président de l'Argel, qui va venir dresser un bilan de ces quelques mois d'ouverture à la concurrence dans le secteur des jeux en ligne. Et puis je reviendrai effectivement introduire très brièvement chacune des deux tables rondes ensuite. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je voulais d'abord remercier le Président Bruno Lasserre de cette initiative. Je pense qu'il est effectivement particulièrement opportun et important que l'autorité de la concurrence puisse éclairer par son avis l'ensemble des acteurs de ce nouveau marché ouvert à la concurrence depuis mai dernier.
Depuis la création de l'autorité de régulation des jeux en ligne, nous avons eu l'occasion d'échanger avec l'autorité de la concurrence, d'abord parce que cela nous a semblé utile et nécessaire et parce que ensuite la loi nous y invitait. La loi a en effet prévu que le président de l'autorité de régulation des jeux en ligne devait saisir l'autorité de la concurrence des situations susceptibles d'être constitutives de pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Et à son tour, l'autorité de la concurrence communique à l'Arjel toute saisine entrant dans le champ de compétences de l'Arjel. L'article 63 de la loi qu'évoquait le président Lasserre prévoit par ailleurs que les projets de contrat de cession du droit d'exploitation des organisateurs d'événements sportifs en matière de paris est soumis conjointement à l'avis de l'autorité de la concurrence et de l'autorité de régulation des jeux en ligne. Je pense qu'il est très important que l'ensemble des acteurs économiques, qu'il s'agisse des opérateurs eux-mêmes ou du mouvement sportif, soient conscients de l'importance de l'avis que rendra l'autorité de la concurrence, car cet avis et les recommandations éventuelles que son collège souhaiterait adopter fixeront le cadre de ce marché nouvellement concurrentiel en France. Je pense donc que les interventions des uns et des autres à l'occasion de cette table ronde seront importantes pour éclairer le collège de l'autorité de la concurrence. Comme vous le savez, la loi du 12 mai 2010 a ouvert à la concurrence et à la régulation le secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Le contexte de l'ouverture de ce marché était particulier. En effet, en pratique, ce secteur était déjà ouvert avec sur Internet une offre non encadrée très importante. Or, il ne s'agit pas d'un secteur d'activité banal, non régulé. Il comporte des risques d'ordre public ou d'ordre social, des risques en termes de protection des mineurs, des risques d'addiction, d'intégrité et d'éthique des compétitions hippiques ou sportives, des enjeux de garantie de la sincérité et de la transparence des opérations de jeu, la nécessité de lutter et de prévenir les activités criminelles et le blanchiment d'argent. La loi prévoit que l'Arjel veille au respect des objectifs de la politique des jeux accessibles sur Internet. Les objectifs de la régulation française n'ont pas changé eu égard aux enjeux d'ordre public ou d'ordre social, mais les modalités de cette régulation ont été adaptées à l'économie numérique et donc nous sommes passés d'une régulation quantitative, les monopoles ou la prohibition, à une régulation qualitative. La volonté du législateur d'une ouverture maîtrisée s'est exprimée au travers d'une forte régulation avec notamment une ouverture limitée à certains jeux et paris et un renforcement des moyens de lutte contre les sites illégaux. En cela, la loi française se situe en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Cette dernière a rappelé dans son arrêt Santa Casa le 8 septembre 2009, outre que le principe de reconnaissance mutuelle ne trouve pas à s'appliquer en matière de jeu, qu'il appartient aux États membres d'arrêter leurs propres règles nationales d'encadrement du secteur des jeux et paris en ligne, dans le respect, naturellement, du principe de proportionnalité. Récemment, l'arrêt Engelmann, rendu le 9 septembre 2010, a rappelé examinant la situation du secteur des jeux d'argent autrichiens en dur, a rappelé qu'un État membre ne pouvait pas imposer une obligation d'établissement dans son pays. Et la loi française, s'agissant des deux principes forts qui ont été débattus, une forte régulation et la possibilité pour tout opérateur d'être établi dans n'importe quel pays de l'Union ou de l'espace économique européen, ces principes ont ainsi été confortés.
Les opérateurs qui veulent prester en France dans ce secteur d'activité doivent obtenir un agrément dans le secteur hippique, dans le secteur sportif ou dans le secteur des jeux de cercle. Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans. Il n'y a pas de numerus clausus. Cet agrément n'est pas cessible. Je tiens d'ailleurs à souligner que le niveau d'exigence qui a été imposé par le législateur et par l'autorité de régulation aux opérateurs agréés a pu apporter une garantie de jeu sécurisée aux joueurs français. Les audits et tests techniques des logiciels de jeu, par exemple, ont mis en évidence des lacunes qui ont dû être corrigées par les opérateurs, par certains opérateurs, avant que l'agrément ne leur soit délivré. Nous sommes donc 5 mois après l'ouverture du secteur des jeux en ligne à la concurrence. Il faut donc être très prudent quant aux conclusions qui pourraient être tirées d'une période aussi courte, mais pour autant, nous disposons aujourd'hui d'un certain nombre d'éléments consolidés que je souhaite vous livrer en introduction à cette table ronde. Les premiers agréments ont été délivrés par l'Argel le 8 juin 2010. À ce jour, l'autorité de régulation des jeux en ligne a délivré 45 agréments à 32 opérateurs, 22 agréments pour les jeux de cercle, 15 pour les paris sportifs, 8 pour les paris hippiques. Parmi ces 32 opérateurs, 23 opérateurs ont un seul agrément, 5 opérateurs ont 2 agréments, paris sportifs et jeux de cercle, 4 opérateurs ont 3 agréments. 24 opérateurs agréés ont leur siège en France, 8 hors de France, 6 à Malte, 1 au Royaume-Uni, 1 en Irlande. D'ores et déjà, le marché révèle des différences importantes par type d'agrément. Si les paris hippiques et le poker sont clairement des marchés soutenus et stimulés par la demande, l'évolution du marché des paris sportifs dépend principalement du dynamisme propre de l'offre, notamment de l'attrait des agréments. Ainsi, si chaque secteur d'activité dispose d'un socle de joueurs régulier, la part de ce socle pour les paris hippiques et pour le poker est plus importante que pour les paris sportifs. Dans le secteur hippique, quelle que soit la nature des événements, les montants engagés varient relativement peu, contrairement à ce qui est constaté en matière de paris sportifs. Pour autant, les 3 secteurs apparaissent assez indépendants les uns par rapport aux autres. Ainsi, le volume des paris hippiques enregistrés est très marginalement impacté par les fortes fluctuations du volume des paris sportifs. 2,5 millions de comptes joueurs sont aujourd'hui ouverts. 1,3 million sont des comptes devenus définitifs. 1,7 million comptes joueurs ont été actifs au moins une fois. Le nombre de comptes joueurs actifs chaque semaine est en moyenne de 500 000. 57%, soit 927 000 de ces comptes joueurs actifs, ont été ouverts auprès d'opérateurs disposant d'au moins 2 agréments. Parmi les opérateurs ayant un seul agrément, le poker représente près de 80% des comptes joueurs actifs. S'agissant plus spécifiquement du marché des paris sportifs, celui-ci a engendré au 7 novembre 2010 près de 350 millions d'euros de mise depuis son ouverture en juin dernier. Le marché du pari sportif apparaît très dépendant des événements supports de paris proposés. Plus de 26 millions d'euros ont été ainsi misés la 2e semaine de la Coupe du monde de football et moins de 11 millions de mises ont été enregistrées la semaine du 1er août, particulièrement pauvre en événements sportifs. Le football recueille 57% des mises depuis l'ouverture, avec un pic à 70% pendant la Coupe du monde et un minimum de 40% pendant l'intersaison, devant le tennis 25% et le volley-ball 4%. Il convient de souligner que bien que ne constituant pas un sport aussi médiatisé que les autres, le volley-ball a bénéficié d'une diffusion sur les sites des opérateurs du circuit Coupe du monde de beach volley durant l'été, favorisant le développement du live betting sur ce sport. Il semble bien que la diffusion des images d'un événement sur les sites des opérateurs oriente très fortement les mises vers le sport en question. La propriété des images
et les conditions de leur utilisation vont donc revêtir une importance cruciale pour le dynamisme et l'équité de la concurrence. Les mises moyennes s'agissant des paris sportifs par joueur et par semaine sont d'environ 110 € et la mise moyenne par pari est d'environ 8 €. La part des mises jouées en live betting, en direct, est en moyenne de 50%. Elle peut dépasser 70% pour un sport comme le tennis. Ce marché des paris sportifs compte chaque semaine autour de 150 000 joueurs réguliers et près de 700 000 joueurs ont effectué au moins un pari sportif depuis l'ouverture du marché. L'autorité de régulation des jeux en ligne définit et arrête la liste des sports, des compétitions, des phases de jeu et des éléments de score support de paris sportifs en concertation avec les fédérations sportives. À ce jour, 30 sports sont autorisés comme support de paris. Cette liste est régulièrement amendée lors des délibérations du Collège de l'Argel sur proposition des opérateurs ou des fédérations sportives. Les opérateurs agréés pour la catégorie paris sportifs doivent conclure un contrat pour l'exploitation sous forme de paris des compétitions sportives au titre du droit de propriété des organisateurs sportifs reconnu en droit français depuis 1992 et codifié aujourd'hui par le Code du sport. Cet article du Code du sport, l'article L333-1, ne distingue pas selon le lieu d'organisation de la compétition. Il faut rappeler que les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives peuvent bénéficier du droit de propriété. S'agissant des premières, elles organisent naturellement des compétitions en France dans le cadre de la délégation qui leur est donnée par le ministère des Sports. S'agissant des organisateurs privés français ou étrangers, ils sont tenus, en application de l'article L333-5 du Code du sport, d'obtenir l'autorisation préalable des fédérations délégataires concernées pour organiser leurs manifestations, cette autorisation étant subordonnée au respect de règlements et règles techniques édictés par ces dernières. Pour cette raison, le Collège de l'Argel a eu l'occasion de préciser qu'aucune offre de paris ne pouvait être proposée par un opérateur agréé sur une compétition se déroulant en France sans qu'un tel droit d'exploitation ne lui ait été préalablement octroyé par l'organisateur sportif, mais qu'il n'appartenait pas à l'Argel, en l'absence de jurisprudence contraire, d'engager des poursuites administratives à l'encontre d'un opérateur agréé qui aurait, sans avoir préalablement contracté avec l'organisateur sportif, proposé des paris sportifs sur une compétition se déroulant hors de France. L'exercice de ce droit d'exploitation des organisateurs de compétition en matière de paris sportifs est strictement encadré par la loi et le décret du 7 juin relatif à ces conditions de commercialisation. La loi prévoit un encadrement de cette commercialisation. Le droit d'exploitation doit être concédé à titre non exclusif, ça a été rappelé par le président Lasserre, dans des conditions qui ne peuvent donner lieu à discrimination et être rémunéré en prenant notamment en compte les frais exposés par l'organisateur pour la détection et la prévention de la fraude. Le décret impose une procédure non discriminatoire ouverte à tous les opérateurs agréés dont il fixe les principes. L'objet de la consultation, le calendrier de la procédure d'attribution, les règles régissant la consultation, notamment en ce qui concerne la fixation du prix qui doit s'exprimer en proportion des mises. La durée d'exploitation, l'obligation de préciser les mesures de surveillance, les obligations d'information et de transparence à la charge de l'opérateur agréé. S'agissant du prix de cession de ce droit, je souhaite préciser deux choses à la lumière des débats au Parlement. En premier lieu, l'obligation d'exprimer un prix en pourcentage des mises est neutre par rapport au chiffre d'affaires et permet de fixer un prix sans pour autant connaître le nombre d'opérateurs qui exerceront sur le marché. En second lieu, s'agissant de l'assiette, il n'a pas été souhaitable d'asseoir ce pourcentage sur le produit brut des jeux pour les raisons suivantes. Cela permet d'abord d'éviter tout risque de conflit d'intérêts. En effet, le versement par un opérateur d'un pourcentage sur le PBJ aurait permis de limiter l'aléa économique pour le site de Paris à cote fixe, mais aurait intéressé l'organisateur de l'événement au bénéfice de l'opérateur et donc au résultat de la compétition qu'il organise. En second lieu,
Cela aurait pu induire une stratégie commerciale agressive des opérateurs sur les événements français aux fins de diminuer l'assiette du droit d'exploitation. À ce jour, l'ARJEL a rendu 18 avis sur saisine d'organisateurs sportifs en application du Code du sport. On peut faire les observations suivantes. Les organisateurs sportifs n'anticipent sans doute pas suffisamment la commercialisation du droit au pari, ce qui pouvait être explicable après quelques jours après l'ouverture de la concurrence. Aujourd'hui, cette situation n'est plus normale et elle a des effets de réduction de la marge réelle de négociation des opérateurs de paris en ligne. Deuxième observation, les modalités de la consultation mises en œuvre par les organisateurs sportifs sont rarement ou insuffisamment précisées dans les documents qui sont transmis à l'autorité de régulation des jeux en ligne. Il en est de même des obligations d'information et de transparence à la charge de l'opérateur agréé. Le dispositif antifraude que doit mettre en place l'opérateur est parfois insuffisant au vu de l'exigence légale. En ce qui concerne le prix, on peut relever qu'il est en moyenne de 1% des mises. Les montants dus par les opérateurs au titre du droit d'exploitation des compétitions sportives sont estimés, à la date d'aujourd'hui, à un montant de 333 000 €. En effet, la part des mises entrant dans l'assiette du droit au pari représente environ 10% de l'ensemble des mises en paris sportifs depuis l'ouverture. Depuis début septembre, cette part semble se stabiliser aux alentours de 15%. S'agissant des paris hippiques, au cours des 5 premiers mois, 314 millions d'euros de mises ont été enregistrés sur les paris hippiques. Le montant des mises moyennes par compte joueur actif et par semaine s'élève à 150 € environ, le montant moyen par pari étant de 4 €. Chaque semaine, 120 000 comptes joueurs sont actifs en matière de paris hippiques et sur près de 320 000 comptes joueurs, au moins un pari a été effectué depuis l'ouverture du marché. Ce secteur ne subit pas les mêmes fluctuations que celui des paris sportifs. Les parieurs hippiques jouent de façon nettement plus régulière, l'offre de jeu étant elle-même relativement stable. Les écarts en cours de constatation en matière de TRJ montrent une dispersion assez importante, mais peu significative en raison d'un marché hippique très asymétrique. S'agissant du poker, enfin, le secteur des jeux de cercle en ligne, ouvert un peu plus tardivement que le secteur hippique et sportif le 1er juillet 2010, regroupe deux activités bien distinctes. Les parties sous forme de cash game et les parties sous forme de tournois. Les parties sous forme de cash game représentent 2 385 millions d'euros de mise au cours des 4 premiers mois d'activité. 239 millions d'euros de droits d'entrée ont par ailleurs été enregistrés dans les tournois. Dans les parties sous forme de cash game, les joueurs actifs misent en moyenne 1 000 € par semaine, tandis qu'ils dépensent environ 80 € par semaine de droits d'entrée au tournoi. Le déroulement d'une partie de poker implique un taux de recyclage des mises très élevé, puisqu'on constate en moyenne qu'1 € déposé sur le compte joueur poker génère environ 20 € de mise en cash game. Le taux de fiscalité différencié par rapport aux paris sportifs et hippiques tient compte de cette spécificité. Ce marché regroupe chaque semaine autour de 270 000 comptes joueurs actifs et sur près de 950 000 comptes joueurs, au moins une mise a été enregistrée depuis l'ouverture du marché. On constate par ailleurs que les volumes d'activité sont relativement réguliers d'une semaine à l'autre, la tendance générale du marché étant cependant à la hausse, tant en tournoi qu'en cash game, avec l'arrivée régulière de nouveaux entrants. Après une période de croissance élevée au cours de l'été, les niveaux de mise se sont stabilisés autour de 150 millions d'euros par semaine pour les parties en cash game et entre 15 et 20 millions d'euros de droits d'entrée pour les parties sous forme de tournois. Il semble que les joueurs français, au terme de ces 5 premiers mois, ont majoritairement migré vers l'offre légale. Les projections annuelles de montant des mises correspondent à peu près
aux estimations qui avaient été faites avant l'entrée en vigueur de la loi en matière de paris hippiques et de paris sportifs. Le marché des jeux de cercle étant plus difficilement évaluable avant l'ouverture, aucun opérateur légal n'étant alors autorisé en ligne. Le basculement de la demande de l'offre illégale vers l'offre légale s'est opéré sans que la consommation, sous l'effet de la publicité, n'explose. Il conviendra cependant de rester particulièrement attentif à l'évolution des jeux de cercle. Voilà les quelques propos introductifs aux 2 tables rondes que je souhaitais vous livrer. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup pour ce premier bilan à la fois qualitatif et quantitatif de l'ouverture des Jeux. Donc, comme vous pouvez le voir sur votre programme, nous avons décidé d'organiser cette matinée autour de 2 tables rondes. La première étant tournée autour d'une problématique qu'on pourrait qualifier, dans les termes que nous utilisons habituellement, d'une problématique verticale, c'est-à-dire comment est organisée la diffusion ou l'exploitation du droit au pari. Comme on vous l'a rappelé, le droit au pari, qu'est-ce que c'est? C'est un droit de propriété que la loi confère aux organisateurs de compétitions sportives, d'événements de diverses natures, et qui leur est indispensable pour organiser les paris sur ces compétitions. La loi précise que ce droit au pari doit être accordé d'une façon non exclusive et non discriminatoire, ce qui évidemment pose des tas de questions de concurrence. La première qu'on pourrait se poser, mais à vrai dire la loi y répond et donc il est un peu trop tard pour se poser cette question, c'est est-ce que cette non-discrimination et cette non-exclusivité doit se concevoir ex ante, c'est-à-dire avant que les droits soient accordés, ou ex post? Et vous voyez que cette question est importante parce que si la loi avait simplement précisé que le droit au pari devait être diffusé d'une manière non discriminatoire et non exclusive ex ante, on aurait tout à fait pu imaginer, un peu sur le modèle de ce qui se passe dans les droits audiovisuels, la mise aux enchères de ces droits. Or, tel n'est pas le cas. Alors, du coup, la question suivante que l'on doit se poser, c'est comment peut se former le prix dans un marché sur lequel les organisateurs de compétitions sportives, par exemple, sont supposés octroyer à ceux qui le demandent et d'une façon non discriminatoire et non exclusive un droit au pari, sachant qu'ils détiennent un pouvoir de monopsone, c'est-à-dire le fait qu'ils détiennent eux-mêmes tout seuls ce droit en question. Quand on examine cette question du point de vue de la concurrence, eh bien, on se dit que quand on a un acteur en monopsone qui doit déterminer un prix, il faudrait peut-être que la régulation intervienne pour déterminer la façon dont ce prix doit être composé, sur quel doit être le fondement de l'existence de ce prix, de la formation de ce prix. Et là, évidemment, on manque un peu de modèle si on n'a pas recours à des processus concurrentiels pour la formation de ce prix, qui est encore une fois le cas, puisque la loi semble finalement exclure la procédure d'enchère. Alors, évidemment, il y a plein de raisons à l'organisation telle qu'elle est prévue par la loi de cette diffusion du droit au pari. Et Jean-François Villeaude vient de rappeler tout à l'heure que l'ouverture à la concurrence n'est pas le seul objectif. Il y a des tas d'autres politiques publiques qui sont associées à ces questions. On a parlé tout à l'heure de nécessaire contrôle des comportements frauduleux, mais aussi de l'addiction au jeu, etc. Et donc on voit bien que la concurrence au sens strict du terme est en fait mélangée, intriquée avec plusieurs autres sujets.